Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Michel Jean, qui va nous parler donc des défis de l'intelligence artificielle pour la météo et le climat. Michel est en fait président du conseil scientifique d'Ouranos, mais c'est un diplômé de l'UQAM, de McGill, qui a travaillé pendant de nombreuses années à Environnement et Changement climatique Canada. Et il est donc président de la Commission des infrastructures à l'Organisation mondiale de la météo. Puis donc, c'est à ce titre qu'on l'a invité pour nous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Fait que merci beaucoup, Michel. Écoute, merci beaucoup Dominique pour l'introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Simplement pour placer un petit peu le contexte de cette présentation-là, c'est une présentation que j'ai été invité à donner au IBM Climate Network Summit qui a eu lieu un peu plus tôt cette année au TJ Watson Research Center dans l'État de New York. Et fondamentalement, Dominique a eu copie de mes diapos et trouvait que c'était une bonne idée peut-être de présenter ça. Donc voilà, donc ça donne un peu le contexte pour la présentation. Avant de commencer, il y a quand même trois commentaires que j'aimerais faire d'entrée de jeu. Dans un premier temps, c'est de dire bonjour à tout le monde parce que je reconnais beaucoup de collègues et amis là, dans les participants. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Dans mon cas, je vais surtout parler d'intelligence augmentée. On est chanceux parce que l'acronyme ne changera pas au travers de la présentation. Il y a quand même un gros débat actuellement à savoir est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle ou d'intelligence augmentée. Dans un contexte où il n'y a pas de définition claire sur ce qu'est l'intelligence, allons-y, en tout cas, c'est mon approche personnelle pour le concept d'intelligence augmentée. Dans un deuxième temps, je ne vous donnerai pas de réponse et ce n'est pas une présentation qui est profondément technique. Mon objectif, c'est vraiment de mettre la table pour une discussion et pour un échange d'idées. Donc, pour moi, c'est le début d'une discussion. C'est vrai à l'échelle internationale et je vais vous donner au fil de la présentation un certain nombre d'exemples d'activités bien concrètes qui ont lieu actuellement. Mais l'objectif de la présentation, c'est vraiment de mettre le canevas, mettre la table sur les considérations liées à l'utilisation de ces technologies-là, parce que comme pour toute technologie, il y a du bon et il y a du moins bon, et puis il faut s'organiser pour ce qui est un cadre réglementaire autour de ça si on veut vraiment avoir du succès avec l'application de ces technologies-là. Et le dernier point, vous allez voir que la présentation gravite beaucoup autour de l'utilisation de ces technologies dans un contexte de système d'alerte précoce. Et ma philosophie sur ce concept-là, c'est que vous soyez impliqué dans la prévision immédiate, dans la prévision à court ou à moyen terme, ou dans la prévision aux échelles climatiques. Pour moi, il y a actuellement une convergence des différentes échelles et l'information qui est sortie du GIEC un peu plus tôt cette semaine, selon moi, fait partie d'un immense système d'alerte. C'est essentiellement la clientèle de ces informations-là qui va changer. Mais quand on regarde ça dans un contexte spatio-temporel, les échelles changent, mais essentiellement l'information fait partie de ce que j'appelle un système d'alerte précoce dont les aspects temporels vont varier en fonction du temps. Donc, voilà. Donc, commençons. Évidemment, je ne peux pas... Voilà. Ça commence bien. On dirait que... Bon, voilà. Je dois quand même parler un petit peu de l'Organisation météorologique mondiale, très rapidement, sans aller dans les détails de l'histoire, mais c'est quand même une des plus vieilles organisations internationales. Donc, c'est une organisation qui fait partie de la famille des Nations unies, qui regroupe 193 États membres et qui qui fait autorité essentiellement au niveau international en matière de météorologie, de climat, d'eau et de services environnementaux de tout ordre. Je me plais toujours à dire que l'Organisation météorologique mondiale, en principe, ne fait rien, ce qui est
on peut être facétieux. Le rôle de l'OMM, ce n'est pas d'opérer des systèmes d'observation, d'opérer des systèmes de super informatique qui roulent des modèles. Le rôle de l'Organisation météorologique mondiale, c'est de mettre en place et de gérer un cadre qui permet aux 193 États membres l'échange en temps réel d'observation, l'échange en temps réel de données qui ont été traitées, ce qui permet de faire de la prévision numérique à toutes sortes d'échelles de temps. C'est un cadre qui permet l'échange d'informations, d'observations aux échelles climatiques et climatologiques, et qui permet essentiellement à une communauté de centres spécialisés de rouler des modèles de climat. Donc, c'est vraiment le rôle de l'OMM. C'est un rôle qui est très, très, très important, ceci étant dit, dans la mesure où, si ce n'était de l'OMM, il n'y a personne qui serait en mesure de faire tout ce qu'on fait actuellement. Donc, je pense que c'est un commentaire qui est important. Puis évidemment, il faut rappeler qu'en 1988, le GIEC a été créé par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement. Donc, quand on parle changement climatique, quand on parle du travail qui se fait dans la communauté Ouranos, au niveau régional, au niveau national ou au niveau global, tout ça fait partie de ce que j'appellerais la grande galaxie des organisations sœurs de l'Organisation météorologique mondiale. Évidemment, on a parlé d'un cadre il y a quelques minutes. Le cadre s'appelle la Veille météorologique mondiale et essentiellement, c'est ce qui gère un peu le système mondial d'observation, WIGOS en anglais, le système mondial de traitement et de prévision de l'information qui est le GDPFS. Et tout ça est supporté par une infrastructure mondiale de télécommunications qui est le WMO Information System. Donc, cette architecture-là, la veille météorologique mondiale, c'est à date, à tout le moins, c'est à peu près un des seuls systèmes mondiaux qui opère en temps réel et qui permet ce changement d'information-là en temps réel essentiellement. Donc, c'est quelque chose qui est relativement unique et c'est quelque chose dont on fête le 60e anniversaire cette année, par ailleurs. Donc, je pense que j'ai déjà mentionné que tout ça est régi par de la réglementation, des normes, le développement de méthodes standards, que ce soit pour l'utilisation d'instrumentation, que ce soit pour la collecte de l'information, que ce soit pour le traitement ou l'échange de données en temps réel. Tout ça est gouverné, si on veut, par un ensemble de réglementations techniques et de standards. Et c'est ce qui permet essentiellement à n'importe quel centre, on y viendra dans une minute, d'utiliser l'information qui est générée indépendamment par les 193 pays membres de l'OMM. Quand on parle d'un système mondial, bien évidemment, les pays opèrent donc ces centres de traitement de données et de prévision à l'intérieur du cadre géré par l'Organisation météorologique mondiale. Donc, à la base, il y a 10 centres météorologiques mondiaux et bon, le Canada, par le biais du Centre météorologique canadien à Dorval, est l'un de ces centres et on voit la distribution des 9 autres centres actuellement. Et c'est une architecture en cascade. Dans la mesure où on fait du traitement de données, de l'acquisition de données à l'échelle globale, cette information-là, elle est traitée par un ensemble de centres qui génèrent cette information, qui la digèrent et qui la rendent disponible par le biais de 130 centres météorologiques régionaux qui sont spécialisés. Et de là, ça va dans les 193 pays membres. Il y a un centre, il y a différents centres un peu partout dans le monde qui gèrent un petit peu ce transit d'informations-là. On n'ira pas dans le détail ici. Mais c'est quand même quelque chose qui est impressionnant, spécialement quand on n'a pas été exposé à ce genre de système-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant dans la mesure où ça fonctionne, qui a un très haut degré de fiabilité. Quand on regarde sur la disponibilité, on parle de quelque chose qui est à 99,999
du temps disponible, tout ça en temps réel. Évidemment, le système mondial intégré d'observation, non seulement pour la prévision à court terme, mais pour l'échange d'observations qui servent plutôt aux applications en mode climat. Encore une fois, bon, ce sont des statistiques qui sont impressionnantes, mais là où je veux attirer votre attention sur ce petit graphique, c'est au niveau du nombre d'observations qui proviennent de plateformes satellitaires, et on voit clairement à partir du début des années 2000 là, une augmentation très, très, très significative du volume de données générées par les systèmes satellitaires. Et une petite image classique où on voit 4 courbes qui représentent quatre échéances dans le temps, donc une prévision de 72 heures, 120 heures, etc. Et il y a 2 courbes, hein, la courbe supérieure et la performance des systèmes de prévision numérique pour l'hémisphère nord, et la deuxième courbe pour chacune de ces échéances temporelles-là correspond à l'hémisphère sud. Et puis on voit très bien l'augmentation spectaculaire de la performance. Évidemment, c'est vrai pour les 2 hémisphères, mais de façon beaucoup plus marquée depuis le début des années 2000 au niveau de la performance des systèmes dans l'hémisphère sud, et c'est essentiellement expliqué par l'explosion des données satellitaires. Changement climatique, je pense que je n'ai pas besoin de convaincre personne à la lumière de ce que le GIEC vient de sortir. Donc, c'est quelque chose qui est là. Quand moi, j'ai commencé ma carrière, il était beaucoup trop tôt pour vraiment attribuer les impacts. On en est là maintenant, et clairement, il y a des choses qui se passent. Et il y a un impétus, en fait, à accélérer le développement de systèmes d'information qui vont supporter des systèmes d'alerte précoce. Donc, je n'irai pas dans le détail ici. Et la raison pour laquelle je parle du congrès de 2019 à l'Organisation météorologique mondiale, c'est qu'il s'est passé un certain nombre de choses très, très, très importantes qui vont supporter un petit peu le reste de la discussion. Dans un premier temps, pour la première fois de son histoire, l'OMM et ses membres supportent une approche système-terre. Évidemment, pour les modeleurs qui font partie de l'audience, on sait très bien que depuis les 50 dernières années, on a commencé à traiter avec l'atmosphère, et au fur et à mesure où on voulait améliorer les systèmes de prévision, leur performance, il a fallu greffer les océans, entre autres, de façon très, très simpliste et de plus en plus sophistiquée. Maintenant, on parle de systèmes atmosphère-océan-glace complètement couplés. On est en train de travailler sur le couplage avec les systèmes hydrologiques, mais tout ça pour dire que ça se faisait dans un contexte d'amélioration à la pièce, alors que maintenant, le consensus est sur une approche système-terre. Et l'objectif ultime, c'est le développement de jumeaux numériques. On y viendra dans quelques instants. Il s'est passé 3 autres choses d'importance. Une revue de la politique unifiée des données de l'OMM qui n'avait pas été revue depuis une trentaine d'années. Et tout ça, c'est pour évidemment favoriser, en fait, prendre avantage de l'explosion de données et de vraiment d'opérer dans un mode de données ouvertes et transparentes pour tous, essentiellement. Un deuxième aspect du congrès qui est important, c'est la stabilisation du réseau mondial d'observation de base, sans lequel, essentiellement, la prévision numérique du temps ne serait pas possible, et sans lequel la vérification des scénarios de changement climatique serait impossible également. Et le dernier aspect pour supporter un petit peu le maintien de ce réseau mondial d'observation de base-là, c'est un mécanisme financier. Et on a déjà accumulé quelques centaines de millions de dollars dans ce fonds international-là pour permettre aux pays moins développés ou qui ont moins de ressources à supporter, si on veut, ce réseau météorologique de base. Donc, tout ça, ça nous met dans une excellente position pour aller dans le développement des jumeaux numériques
pour le système Terre. Et puis, je n'ai pas besoin de vous convaincre sur les avantages de cette approche-là. Bien on est très loin de la coupe aux lèvres, là, c'est un défi absolument extraordinaire et ça va prendre au moins une décennie avant d'y arriver. Mais ceci étant dit, je pense que c'est un incontournable. Les différentes politiques qui ont été adoptées vont nous permettre d'exploiter, si on veut, les nouvelles générations de systèmes satellitaires qui sont déjà planifiés jusqu'à l'horizon 2040. Donc, on sait déjà assez bien le volume à venir entre 2022 et 2040 sur ce qui s'en vient, sur les technologies qui seront mises en orbite. Donc, on a une assez bonne idée de ce qui se passe jusqu'en 2040. Mais pendant cette période-là, il va y avoir aussi un paquet de nouveaux systèmes d'observation. Les drones sous-marins, par exemple, sont en plein développement. Il y a des expériences terrain sous ma commission qui commencent aux États-Unis dans l'utilisation des drones dans un contexte de systèmes d'observation opérationnels pour toutes sortes d'applications, en fait. Donc la rapidité de l'accès aux données, le volume de données qui est déjà en explosion actuellement va essentiellement continuer d'augmenter. Et finalement, tout ça, ça nous donne un impétus supplémentaire pour accélérer l'implémentation du système d'information de l'Organisation météorologique mondiale. Et il y a certains, je vois, il y a un Miguel Tremblay qui est en ligne actuellement et d'autres là, qui connaissent très bien le détail à l'intérieur de ça. Mais tout ça, c'est au niveau d'une bonne gestion des métadonnées. Tout ça, c'est au niveau d'une bonne gestion du flux de données et de l'établissement de plateformes, big data platforms, donc des plateformes régionales de données massives là, qui vont permettre aux usagers d'accéder à l'information dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, pour le domaine où ils en ont besoin. Donc, on va rapidement y aller sur le défi et les opportunités. Et je l'ai déjà mentionné, le secrétaire général des Nations unies l'année passée a mis la communauté internationale au défi de fournir à tous essentiellement des systèmes d'alerte précoce. Et ça peut sembler tout à fait anodin, là, mais la chose qu'il faut réaliser, c'est qu'on parle de big data entre nous au niveau des pays qui sont plus favorisés, mais la réalité, c'est que des systèmes d'alerte précoce, il y en a à peu près 50% des membres de l'OMM qui n'en ont aucun. Donc, autrement dit, nous, on nage dans une mer de données et on fait beaucoup de choses avec ça, mais il y a à peu près la moitié de la planète, sinon plus, qui a aucun accès à cette information-là, qui a même pas, en fait, les moyens de télécommunication pour y avoir accès, et encore moins ce qui est requis, en fait, pour faire le traitement aux échelles nationales. Donc, le challenge des Nations unies vient exactement de là. Et avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles, et c'est vrai à toutes les échelles de temps, c'est quelque chose qui devient absolument urgent. Donc, on est en train de développer une stratégie pour y arriver. C'est construit sur le paradigme de la veille météorologique mondiale, comme je vous l'ai décrit un petit peu précédemment. Donc, avant d'aborder la question du big data, donc des données massives, puis du rôle de l'intelligence augmentée dans tout ça, il y a peut-être lieu de mettre quelques réflexions sur la table actuellement. Donc, dans le contexte des systèmes d'alerte précoce, et j'insiste que ce n'est pas seulement pour la météo, mais c'est vrai pour l'information qui sort des modèles de climat. Pour que ces produits et services-là soient générés et diffusés, s'il n'y a pas d'infrastructure de base, c'est bien dommage, mais ça ne sert à peu près à rien. L'accès aux observations, aux données de prévision numérique du temps et aux données auxiliaires est essentiel. Puis clairement, appelons ça la plomberie, les tuyaux de communication pour accéder aux données, les diffuser est essentiel. Il y a un rôle pour les géants technologiques là-dedans. Donc, j'ouvre rapidement une parenthèse. Le secteur privé a toujours été un partenaire
petit peu des projets dans lesquels on travaille. Il n'y a pas un système météorologique national actuellement, ou même le consortium européen, qui n'utilise pas le secteur privé pour gérer ses télécommunications, pour fournir de l'instrumentation, faire de la calibration, fournir des systèmes de calcul de haute performance, etc., etc. Donc, ça a toujours été un rôle très important du secteur privé dans l'évolution, dans l'utilisation et l'évolution de la technologie qu'on utilise. Ceci étant dit, ce qui a changé au cours de la dernière décennie, c'est que ces géants-là sont de plus en plus dans la mise en place de plateformes sur lesquelles ils commencent déjà à faire leur propre traitement de données. Et on est convaincu que si on travaille ensemble, on va progresser beaucoup plus rapidement. Et ce qu'on explore actuellement, c'est de regarder avec ces géants technologiques-là, l'utilisent des plateformes d'échange et d'accès aux données, par exemple. J'y viendrai dans quelques minutes. La mise en place de partenariats pour fédérer les données, les systèmes de modélisation, de traitement, de processing des données, les plateformes d'accès aux données. Et également, ces communautés-là ont un grand rôle à jouer pour rendre minimalement l'Internet accessible partout, sinon d'autres moyens de télécommunication plus sophistiqués. Il faut quand même des mécanismes au niveau national pour gérer tout ça. Donc, quand on parle de système d'alerte précoce, ce n'est pas simplement un service météorologique national, c'est une cascade de joueurs qui jouent là-dedans. Et puis, si on parle de mise en place de scénarios d'adaptation dans un contexte de changement climatique, c'est à peu près impossible d'y arriver sans qu'il y ait une communauté d'organisations gouvernementales, non gouvernementales et le secteur académique pour en arriver à développer et à mettre ces stratégies d'adaptation-là en opération. Donc, ultimement, clairement, c'est que l'argent étant une ressource finie, puis c'est vrai au niveau international, la seule façon d'y arriver, c'est vraiment d'organiser nos flûtes de manière à ce qu'il y ait un alignement à tout le moins optimal. Et l'intelligence augmentée ou l'intelligence artificielle devrait jouer un grand rôle là-dedans. Donc, si on regarde un petit peu les défis qui sont en avant de nous autres, on peut le regarder en termes de ce que j'appelle le cycle de surveillance, de prévision et de génération d'informations qui est utilisé dans à peu près tous les services météorologiques nationaux. Donc, essentiellement, on observe et on fait de la collecte d'informations. On doit échanger cette information-là en temps réel. Donc, pour un centre comme Dorval, on parle d'à peu près 13 ou 14 millions d'observations par jour. Le centre européen, c'est de l'ordre de 25 millions d'observations par jour. Tout ça sert à alimenter, si on veut, un système de traitement et de prévision qui génère, pour un centre comme Dorval, à peu près 25 terabytes d'informations par jour, à partir duquel il y a du post-traitement qui est fait et qui est distribué un peu partout. Et on peut voir en haut, par exemple, à partir de quelques statistiques qui proviennent de la plateforme d'échange géospatiale du Service météorologique du Canada. On parle quand même d'1 demi-milliard à 1 milliard de requêtes web pour de l'information géoréférencée sur une base mensuelle. Donc, c'est quand même pas rien. Et vous pouvez juste faire le scaling là, dans le contexte du Centre européen, par exemple, qui fournit de l'information pour 27 pays. Donc, c'est énorme. Mais quand on regarde ce cycle de fonctionnement-là, on voit qu'il y a un rôle, je n'irai pas dans le détail ici, vous pourrez toujours regarder l'image, mais il y a un rôle pour les technologies d'intelligence augmentée ou d'apprentissage machine là, dans chacune de ces composantes.
C'est important de dire ici, ce n'est pas une question de remplacer l'être humain par la machine. On va faire ce commentaire éditorial-là dès maintenant. C'est vraiment une question d'utiliser les capacités technologiques pour permettre à l'être humain d'amener le niveau d'expertise et de jugement à un niveau supérieur à ce qu'il était. Il ne fait absolument aucun sens actuellement pour un être humain devant un écran d'essayer d'extraire de l'information pertinente qui provient de terabytes d'informations digitales. C'était vrai il y a 20 ou 30 ans, mais c'est définitivement plus vrai maintenant. Donc, il y a une façon, de la même façon qu'on ne veut pas qu'un médecin perde son temps à regarder 100% des images de résonance magnétique, par exemple. Donc, les statistiques montrent qu'à peu près 90% des résonances magnétiques, que c'est la machine qui les fait. En fait, la machine traite le 100% d'imagerie de résonance magnétique. Et il y a peut-être un 5 à 10% qui est mis de côté pour que l'être humain le regarde parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier. Et il y a des systèmes de contrôle de qualité là, qui permettent de s'assurer que ça ne dérive pas, ces affaires-là. Donc, c'est vrai en médecine, c'est déjà vrai dans le monde de la météorologie. Et c'est déjà partiellement vrai dans le monde de climat, dans la mesure où d'aller chercher, si on veut, des signaux qui seraient possiblement indétectables par le biais d'autres techniques. Et on peut appliquer ça un peu partout sur le cycle d'échange de l'information. Donc, l'OMM joue quand même un rôle assez important et je suis désolé, là, on voit Artificial Intelligence, c'est pas mon image à moi. Mais tout ça pour dire que, et je ne répéterai pas tout ce qui est écrit là, il y a des possibilités qui sont vraiment fascinantes, importantes, et on travaille déjà avec nos partenaires qui sont les services météorologiques nationaux. L'entreprise privée, j'y viendrai plus tard vers la fin de la présentation. Donc, on travaille déjà à utiliser ces technologies-là. Et c'est en utilisant ces technologies-là qu'on va être en mesure de déterminer les safeguards, pour utiliser un mot anglais, là, pour déterminer qu'est-ce qu'on a besoin comme réglementation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui n'est pas mature for prime time, qu'est-ce qui est bon en mode prototypage, mais qui requiert beaucoup plus d'attention avant de passer dans un contexte opérationnel de prise de décision. Ça ne peut pas se faire sans être directement impliqué là-dedans. Donc, l'intelligence augmentée peut aider. Je reviens toujours à la gestion, à la réduction des risques de catastrophe, au système d'alerte précoce. Ben, écoute, clairement, une plus grande précision des prévisions des événements météorologiques extrêmes. L'identification précoce des signaux, par exemple, la détection des échos en crochet sur l'imagerie radar, par exemple. Donc, il y a déjà des schémas d'apprentissage machine qui font ça, qui sont couplés à des systèmes d'alerte qui alertent le prévisionniste qu'il se passe quelque chose qui requiert son attention. L'utilisation des systèmes d'intelligence augmentée pour faire le lien entre la prévision d'événements violents avec les impacts. Donc, il y a un projet actuellement qui est un peu supervisé par ma commission avec IBM en Europe, à Zurich, sur l'utilisation, un petit peu le couplage de cette prévision-là, couplé avec des bases de données historiques pour aller chercher les impacts potentiels et un costing potentiel pour les sociétés d'assurance, par exemple. Donc, à quelque part, on s'en va vers une prévision d'un ordre de grandeur des dommages assurés ou assurables en fonction de la prévision qu'on fait en temps réel. Et les mêmes schémas peuvent être appliqués pour des scénarios de changement climatique si on a des bonnes stratégies de downscaling. La détection précoce, je viens d'en parler, mais c'est absolument fondamental. Et j'ai parlé d'utilisation de l'apprentissage machine pour le traitement d'imagerie radar. Mais je veux dire, quand on regarde la croissance exponentielle des données satellitaires,
Surtout dans un contexte où on s'en va de plus en plus vers des plateformes multispectrales, ça devient un problème qui est à peu près impossible à régler pour un humain. Et la machine peut être extrêmement utile. Elle peut le faire de façon incroyablement plus rapide. Et en bout de ligne, ben, c'est toujours l'utilisateur qui va bénéficier en fait d'une détection précoce. Ce qui va lui permettre, si la détection elle est faite de façon très, très, très précoce, l'alerte n'en sortira que d'autant plus rapidement, puis les gens auront le temps de mettre en place les mesures d'adaptation requises ou à tout le moins des mesures ou des stratégies qui permettront de réduire les dégâts. Évidemment, je n'aime pas beaucoup dire qu'on a trop de données parce qu'on n'a jamais assez de données dans le monde dans lequel on évolue. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas seulement l'augmentation exponentielle du nombre de données, mais c'est également les interrelations qui existent entre les différents types d'observations. Et là, il y a un potentiel absolument énorme. Quand on parle en anglais de « to leverage the machine », il y a un potentiel absolument énorme au niveau des, appelons ça, de toutes les interactions linéaires ou non linéaires qui existent entre ces différents types d'observations, ces différents types d'informations qui sont générées en temps quasi réel. On en a parlé, c'est qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de ressources, donc clairement, l'intelligence augmentée va jouer un rôle absolument fondamental dans l'évolution du travail que nous, on fait, donc dans le monde de la météorologie et dans le monde du climat. Et je pense que le meilleur reste à être découvert. Moi, je pense que quand on va commencer à y aller de façon sérieuse, avec des bases de données bien organisées au niveau des impacts potentiels, des impacts qui sont déjà arrivés, le jour où on sera en mesure d'aller chercher de l'information en temps réel qui transite sur Facebook, par exemple. J'ouvre une parenthèse. Sur Facebook, il y a quelques années déjà, ce sont de vieilles statistiques, il y a de l'ordre de 100 à 200 millions de photographies qui sont disponibles en temps réel, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, vous avez en temps réel une connaissance des conditions environnementales. C'est sûr qu'il y a toujours une personne ou un animal ou un oiseau qui fait l'objet de la photographie, mais il y a une source absolument incroyable d'informations en arrière de ça. Et en fait, il y a des gens, il y a des institutions qui travaillent à extraire ce qui est important pour des applications environnementales. Ceci étant dit, tout n'est pas que rose là-dedans. On a tous vu des publications au cours des dernières années sur les grandeurs et les misères des systèmes d'apprentissage machine ou des systèmes plus sophistiqués d'intelligence augmentée dans l'identification des images, par exemple. Donc, il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc, on sait que c'est quelque chose qui aura besoin d'être réglementé. On sait que c'est quelque chose qui aura besoin d'être bien encadré. Évidemment, tout ça ne fonctionne que s'il y a des données. Et tout ça ne fonctionnera bien que s'il y a des données de qualité. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Et je reviens au fameux congrès de l'ONM de 2019. À tout le moins, au niveau international, on pense qu'on s'est donné les outils pour qu'on puisse avoir des bases de données de sources autorisées et de sources qui ont l'autorité, en fait. Et on pense que l'augmentation de ces bases de données-là qui sont contrôlées, qui sont réglementées, qui sont à la limite reproductibles par des méthodes différentes, on pense que ce sera une des clés du succès de l'intégration de ces nouvelles technologies-là dans nos systèmes d'information. Alors, je vais passer quelques minutes à regarder un petit peu quelques exemples de défis et quelques exemples d'activités qui sont en cours.
Évidemment, il y a du travail qui se fait dans notre cours arrière. Donc, à Dorval, j'utilise cet exemple-là parce que c'est quelque chose que j'avais débuté avant de partir à la retraite. Et c'est quelque chose qui est poursuivi actuellement par Véronique Boucher et son équipe avec des collègues au niveau régional au sein du service météorologique. Mais c'est l'utilisation d'une plateforme de traitement de données à grande échelle qui a été développée par IBM, qui est essentiellement une plateforme de recherche et d'analyse de données massives géoréférencées. Et ce qui est beau avec la plateforme PAIRS, c'est cette plateforme-là, elle est couplée avec le système d'intelligence augmentée Watson, pour ne pas le nommer. Et ça ouvre une potentialité absolument extraordinaire parce que ce qu'on veut, c'est quelque chose qui génère de l'information. Donc, le Centre météorologique canadien, l'accès à une plateforme de recherche et d'analyse de données géoréférencées, qui est PAIRS dans ce cas-là, avec un couplage sur un système d'intelligence artificielle qui permet de faire le lien entre ces bases de données-là qui sont fournies et évidemment des bases de données autres, des bases de données d'impact, des bases de données socio-économiques, puis bon, on peut voir le potentiel en arrière de ça. Et il y a quelques expérimentations qui ont cours actuellement entre les deux organisations, puis on verra ce que ça va donner au fil du temps. Le programme mondial, donc ça c'est dans notre cours arrière. J'ai participé évidemment au symposium annuel Ouranos en décembre à Québec. Il y a quand même quelques exemples là, qui commencent à percoler au niveau des travaux d'Ouranos et de la communauté qui gravite autour d'Ouranos. Donc, pour moi, ce sont des choses qui sont évidemment très intéressantes d'un point de vue scientifique, mais qui sont importantes dans la mesure où ça va nous permettre de voir ce qui peut être fait. Là, il faut mettre des signaux jaunes, jaune-orange ou rouge, et puis qu'est-ce qui aura besoin d'être réglementé. Au niveau du programme de recherche, du programme mondial de recherche en météorologie, bon, vous lirez ça dans vos temps libres, mais fondamentalement, un des projets qui est très, très, très intéressant, c'est un projet de prévision immédiate basée sur de l'imagerie satellitaire Météosat de troisième génération pour un sous-ensemble de pays africains. Et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que le focus de ce projet-là est sur le lac Victoria, mais appelons ça l'infrastructure de base qui est requise pour faire fonctionner ce type d'application-là. Ça peut s'appliquer à quelque part un peu partout avec un minimum d'adaptation. Donc, c'est un projet qui pour nous est très intéressant puis qu'on regarde de très, très près. On va passer par-dessus ça. Le deuxième exemple qui est également presque un exemple de extreme big data, donc un exemple de données massives qui s'en va vers le extrêmement massif. J'y viendrai dans 2 secondes. C'est un petit peu le système qui supporte le Coupled Model Intercomparison Project, CMIP, qui est essentiellement quelque chose qui est géré par le Programme mondial en climatologie, évidemment, qui est une organisation sœur qui est supportée par l'Organisation météorologique mondiale et évidemment qui génère un très grand ensemble de bases de données différentes qui totalisent à peu près 25 petabytes d'informations pour ce qui est de CMIP 6 actuellement, qui sert, bon, vous voyez les chiffres comme moi, 16 000 usagers, et qui est supporté par the Earth System Grid Federation, qui est un système, qui est une architecture qui permet à une discrétisation un petit peu des différentes bases de données, qui permet, si on veut, un accès global.
On n'ira pas dans les détails de l'architecture, mais c'est quand même un système qui est très, très, très important pour la communauté internationale, qui est clairement, Ouranos étant un des usagers de ces bases de données-là. Donc, ça joue un rôle qui est très, très, très important, mais j'aimerais quand même porter votre attention sur le fait que donc, il y a quand même une grande différence entre l'utilisation qui est faite dans l'hémisphère nord, où il y a une concentration de pays qui ont les moyens et les capacités d'utiliser cette information-là, et l'hémisphère sud, où la situation elle est particulièrement différente. Dans le contexte du système mondial de prévision météorologique, il y a également un projet qui est en marche. D'ailleurs, il y a une rencontre cette semaine en Tanzanie du groupe de travail sous la Commission des infrastructures qui est à planifier un petit peu l'évolution du système mondial de prévision météorologique. Et un des volets de ça, c'est le rôle de ces nouvelles technologies-là pour améliorer l'accès et la génération d'informations dans le contexte des systèmes d'alerte précoce. Donc, je vais prendre les quelques minutes qui me restent avant de, probablement, j'ose espérer, pouvoir avoir le temps de partager certaines réflexions avec vous, mais tout ça, ça m'a amené quand même à réfléchir un petit peu sur un certain nombre de thèmes. Pour ceux qui me connaissent, parfois j'ai tendance à exagérer un argument simplement pour stimuler une discussion. Donc il y a des choses là-dedans qui pourront paraître choquantes à certains, mais c'est par design, donc c'est par construction, ça a été fait comme ça. Donc, au niveau des données, clairement, j'ai déjà mentionné que sans source autorisée et sans source fiable, la qualité de l'information qui sera générée par ces nouvelles technologies-là pourrait laisser potentiellement à désirer. Et surtout, c'est que ça ouvre la porte à toutes sortes de dérives. J'aimerais simplement utiliser un exemple qui s'est passé il y a quand même plus qu'une décennie maintenant, quand il y a eu l'accident nucléaire de Fukushima, par exemple. Il y a certaines organisations dont le nom se ratait maintenant, mais qui ont utilisé des sources d'information et des outils de modélisation qui étaient disponibles sur le web pour générer de l'information qui s'est avérée totalement fausse. Donc, quand on parle de dérive, il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça que ce volet-là de sources autorisées et fiables, dans un contexte d'échange ouvert, gratuit et transparent de données à l'échelle mondiale, il est particulièrement important et fait partie de la résolution 1 de l'OMM dans sa politique de données. Donc, il y a une croissance exponentielle de données. Les systèmes d'observation satellitaire sont de plus en plus sophistiqués. C'est pas compliqué. Si on veut vraiment avoir une approche système-terre, il y a des bases de données comme, par exemple, l'utilisation en temps réel des bases de données Landsat pour les caractéristiques du terrain, qui n'étaient pas pertinentes dans un système de prévision numérique du temps il y a 2 décennies. Ça devient particulièrement important dans un contexte de système Terre. Donc, on va devoir y arriver. Et il y a toutes sortes de défis qui sont associés à ça. J'ai parlé des observations qualitatives de substitution à partir des médias sociaux. J'ai parlé de Facebook tantôt. Mais ceci étant dit, tout ceci n'est possible que si vous avez un réseau d'observation de base qui est fiable et qui répond à un certain nombre de standards. Une fois qu'on a ça, il y a moyen d'aller chercher de l'information de différents degrés de qualité, puis on est en mesure de déterminer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Mais revenons toujours au fait que ce système de base-là, il est fondamental. L'intelligence augmentée permet de savoir quand, quoi et où chercher, mais c'est également vrai dans le contexte des données. Donc, dans 25 pétabytes d'informations, on pense à développer des approches, des interfaces homme-machine qui permettraient en fait à l'être humain de faciliter son accès au sous-ensemble de données
qui est vraiment nécessaire pour une tâche donnée ou pour fournir une information donnée. Ce ne sera pas possible là, pour tout le monde de transférer 25 pétabytes d'informations tout le temps en temps réel. C'est simplement physiquement impossible de faire ça. Sur le traitement et la prévision, il y a déjà un processus de cascade qui est en place, j'en ai parlé, ce qui va bénéficier en fait de cette explosion de données-là. Donc, il y a toute la question de la puissance de calcul qui est requise pour en arriver à gérer ça. Donc, la quête maintenant, c'est au système Exascale. Il y a beaucoup de travaux qui se font là. Donc, on est en marche dans cette direction-là. Mais là où ça devient très, très, très important et intéressant, c'est le rôle possible des systèmes quantiques. Donc, on s'entend que ça va prendre au moins une décennie, sinon plus, avant qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Mais je me garde, somme toute, une petite gêne parce que je disais ça il y a 2 ou 3 ans, parce qu'il n'y avait pas d'exemple en termes, par exemple, de mécanique des fluides, d'utilisation de systèmes quantiques pour générer de l'information. Et au cours de la dernière année, il y a eu un certain nombre de publications dans Nature, entre autres, où on commence à voir ce type d'application-là qui est en émergence. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'application de cette technologie-là en particulier pour essentiellement des systèmes de modélisation basés sur des systèmes de Navier-Stokes, donc ce qui est vraiment pas très loin de ce que nous on fait. L'intégration des différents défis, elle est importante et je suis désolé pour la diapo en anglais ici. Mais il y a à l'explosion de données et à l'explosion des plateformes digitales est associée une explosion du nombre d'API et de services web. Et en fait, il y a un groupe de travail conjoint entre l'Organisation météorologique mondiale, l'Organisation internationale des télécommunications et le Programme des Nations unies pour l'environnement pour essayer de commencer et ceci en partenariat avec le Open Geospatial Consortium. ISO est également impliqué au sein de ce groupe de travail-là. L'idée étant d'essayer de se donner un cadre pour une standardisation des API pour éviter que ça devienne un petit peu le Far West dans tout ce monde-là. Et c'est déjà un monde qui est très, très, très... il y a beaucoup de circulation sur ces autoroutes-là actuellement. Donc, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et j'en arrive à la réglementation qui est requise pour ça. Il y a tout un monde qui s'ouvre. Je me suis amusé avec ChatGPT, pour ne pas le nommer, à aller chercher essentiellement à développer des sous-routines de programmation en C, par exemple. Donc, il y a moyen de faire ça maintenant à partir de ChatGPT. Cut and paste, mets ça dans ton code principal. De façon surprenante, ça fonctionne. Donc, ce que je fais, c'est à un niveau excessivement simpliste et élémentaire. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, spécialement dans le contexte d'adaptation des codes informatiques lors du passage d'une plateforme à une autre. Ça a l'air simple à dire comme ça. On est loin de la coupe aux lèvres. Il est fort possible que ça ne donne jamais rien en termes d'application pratico-pratique, mais il n'en reste pas moins qu'il faut regarder un petit peu ce genre d'affaires-là. Dans un contexte où on veut commencer à fédérer des plateformes, les pratiques de codage se doivent d'être ouvertes et transparentes. Et c'est d'autant plus vrai pour les systèmes d'apprentissage machine ou d'intelligence augmentée qui servent à nourrir des systèmes d'aide à la prise de décision. Autrement dit, il faut s'assurer que ce soit ouvert et transparent pour être en mesure qu'il y ait une reproductibilité des résultats par d'autres équipes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important dans un contexte où, entre autres au niveau de l'adaptation au changement climatique, on parle de décisions qui vont coûter des dizaines ou des centaines de milliards de dollars, pour ne pas dire des milliers de milliards de dollars à l'échelle internationale. Il y a des considérations éthiques. Donc, vous avez tous lu dans les médias que sous le leadership de Yoshua Bengio à Montréal, au MILA, donc il y a un volume là, qui vient d'être publié sur
sur les considérations éthiques de l'utilisation et des décisions qui sont basées sur ces schémas-là. Et le Canada est quand même un fer de lance dans ces efforts internationaux-là, dans la mesure où, si vous regardez le projet de loi C-27 qui est à l'examen actuellement, ça vise un petit peu à essayer de se donner des balises dans l'utilisation de ces systèmes-là. Ce sera ma dernière diapo. Au-delà de l'interopérabilité, d'un point de vue de l'Organisation météorologique mondiale, on voit beaucoup une approche fédérée. Parce que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ce serait impossible, en fait, même pour les pays qui ont les moyens de transférer et de traiter toute cette information-là en temps réel et de façon indépendante. Donc, on commence à penser à la mise en place de plateformes régionales qui vont permettre un petit peu de distribuer les données d'intérêt un peu partout. Et il y a déjà des exemples. Hein. Le Earth Systems Grid Federation est déjà un exemple dans le contexte de la gestion des données de CEMIP. Et on veut vraiment construire là-dessus. Et on a des discussions avec le secteur privé actuellement pour non seulement utiliser les plateformes existantes dans un contexte de fédération des différents efforts, mais d'offrir la possibilité à ces plateformes-là d'agir comme des plateformes as a service. Donc, ce qui permettrait, par exemple, à un pays qui n'a pas les moyens d'aller sur une plateforme comme ça, d'accéder au sous-ensemble de données dont il a besoin et de piloter, par exemple, des modèles à échelle réduite ou de piloter des schémas de downscaling climatique, par exemple, et de manière à transférer l'information dont ils ont besoin. Donc ça, ce n'est pas du pelletage de nuages, c'est des discussions qui ont lieu actuellement avec les Microsoft, Amazon de ce monde. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce thinking-là à l'échelle globale, je suis parfaitement convaincu qu'il y a des applications très, très, très intéressantes au niveau national et au niveau régional qui vont ressortir de ça. Et pour ne pas le nommer, il y a des initiatives qui ont été faites sous le leadership d'Ouranos en termes de gestion de ces données-là, de traitement de données, qui pourraient, j'en suis profondément convaincu, qui pourraient servir à avancer un certain nombre de dossiers à l'échelle internationale. Donc, sur ça, Dominique, je vais arrêter là. Et merci pour l'invitation. Et je le dis, je le répète, on met la table à une discussion ici. Toute nouvelle technologie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est en l'utilisant, en fait, qu'on va pouvoir développer des approches qui nous permettent d'utiliser ça de façon responsable, en fait. Donc voilà, donc c'est tout et je te retourne la parole, Dominique. Merci. Merci beaucoup, Michel, vraiment pour cette présentation. Donc, s'il y a des gens en ligne qui ont des questions ou sinon dans la salle, je vois des mains qui se lèvent. Fait que, j'ai vu Hélène qui a levé sa main. Il y a Hélène. Bonjour Michel, c'est Hélène Côté. C'est toujours intéressant d'entendre tes réflexions. Tu mentionnes beaucoup le secteur public. Puis les big tech, là, les mêmes que d'habitude, finalement. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'OMM fonctionne grâce au bon vouloir de pays qui ne vivent pas toujours en harmonie, de se soumettre à des règles communes et qu'il y a un certain esprit de partage et d'accepter les protocoles, de partager les efforts. Par contre, ces big tech-là, je ne parle pas des équipementiers nécessairement qui sont peut-être qui ont moins qui posent peut-être moins de problèmes, mais dans les big tech, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est pas tellement d'appétit pour se conformer aux règles nationales, pas tellement d'appétit pour avoir leurs propres constellations qui sont
respectueuse des instruments satellites existants. Puis, dans ce contexte-là, pour avoir une place plus grande, est-ce qu'il y a des préoccupations sur leur capacité ou leur vouloir même de se conformer aux règles communes de l'ONM? Écoute, oui, est-ce que ça m'empêche de dormir la nuit? Ben oui, ça fait partie des choses qui m'empêchent de dormir la nuit. Il y a quand même plusieurs aspects au point que tu soulèves, Hélène. Le premier, et je l'ai dit d'entrée de jeu, les discussions qui ont cours actuellement, chacune de ces grosses organisations-là, appelons ça, il y a un volet commercial et il y a un volet philanthropique. Donc, toutes ces organisations-là ont un volet philanthropique et nous, on travaille avec le volet philanthropique actuellement. Bon, on n'est pas dupes, on sait très bien que on subventionne la philanthropie pour éventuellement en retirer un bénéfice. Et puis, à quelque part, si tout le monde s'entend et que les règles sont claires, c'est plus ou moins un enjeu. Parce que, ultimement, le type d'infrastructure qu'on opère actuellement et qui sera requis pour opérer dans le futur, je veux dire, il y a quelqu'un en bout de ligne qui doit payer pour ça. Donc, que ce soit des investissements nationaux, ça va toujours revenir aux investissements nationaux. Et donc, ça, c'est le premier commentaire que je fais. Quelque part, il y a quelqu'un qui doit faire de l'argent, puis il y a quelqu'un qui doit investir de l'argent pour que tout ça fonctionne. C'est déjà vrai actuellement. On s'est doté d'outils de réglementation supportés par les pays membres, donc par les nations. Puis je pense qu'il y a suffisamment de safeguard, je n'ai pas le mot français, il y a suffisamment de guides autour de ça là, pour, je pense, gérer un petit peu cette problématique-là. Ceci étant dit, si ces big tech-là font la manchette de ce temps-là pour les mauvaises raisons, puis on pourrait utiliser Google comme exemple ou Facebook. Mais il y a quand même une réalité fondamentale, c'est que si on ne les implique pas, ces corporations-là sont déjà impliquées de toute façon. Donc, je ne sais pas combien il y a de dizaines de projets philanthropiques gérés par Google, Microsoft, IBM, dans une moindre mesure Amazon, en Afrique et dans le sud-est asiatique. Et c'est comme n'importe quoi. C'est que si on ne travaille pas avec eux autres pour encadrer un petit peu ce travail-là, ben clairement, on va se ramasser avec des systèmes qui sont complètement déconnectés, puis qui ne se parlent pas entre eux. Et évidemment, je suis quand même assez vieux, j'ai perdu beaucoup de ma naïveté au fil des années, mais j'ai quand même bon espoir que ce sont eux qui veulent s'asseoir à la table parce qu'ils réalisent très bien qu'ils n'ont pas avantage à développer des choses en silo qui ne respectent pas l'ensemble des standards qui sont déjà en place. Donc, ils le réalisent très bien et je pense qu'ils ont plus à gagner en respectant les règles qui sont là et en travaillant avec les nations, hein, parce qu'en bout de ligne, ce sont les pays membres qui implémentent et qui utilisent les solutions qui sont développées. Je pense qu'ils ont plus à gagner. Je te dirais que ce n'est pas nécessairement vrai dans l'ensemble des problématiques avec lesquelles les nations ont à traiter avec ces grosses entreprises-là, mais je pense que dans ce qui nous concerne, nous, je pense qu'on est peut-être en meilleure posture que dans d'autres domaines. Donc, on pourra en jaser longtemps, là, mais c'est un petit peu la position. Je peux simplement te dire que les 193 pays membres, donc il y a une grande, pas nécessairement une méfiance, mais les gens ne sont pas dupes. Là. Donc, c'est le genre de choses qui nous empêche de dormir. Mais d'un autre côté, on n'en arrivera pas à régler l'ensemble de ces problématiques-là sans travailler avec le secteur privé. On pourra parler de la mitigation des gaz à effet de serre, par exemple, qui est un autre domaine absolument fascinant. Puis encore une fois, le secteur privé va être un incontournable là, dans ce contexte-là.
Je sais que ça ne répond pas à ta question, mais ça fournit quelques éléments, en tout cas, qui permettent de contraster un petit peu ton commentaire. Il est clair qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais je vais en prendre une en ligne. Ernesto Rodriguez qui met l'emphase sur le problème d'accès à l'information dans les pays en voie de développement, puis qui demande que compte faire l'OMM pour réduire cet écart-là, puis promouvoir une sorte d'égalité d'accès et d'analyse aux informations météorologiques. Et déjà, le premier pas, c'était d'avoir une politique de données, vraiment une politique de données intégrée là, qui nous permet vraiment de redéfinir quelles sont les données essentielles, quelles sont les données recommandées, quels sont les types de données autres. Et il y a des règles, si on veut, qui guident le partage de ce type d'informations-là. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a mis en place un système de financement pour supporter les pays à opérer leur réseau d'observation parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est un programme qui s'appelle SOF pour Systematic Observation Financing Facility. Et c'est un fonds dans lequel, bon, je l'ai mentionné, là, on approche la centaine de millions de dollars qui a été donné par des pays donateurs pour supporter ce type d'initiative-là. Donc, il y a un aspect de politique de données qui est fait maintenant. Il y a un mécanisme de financement qui est mis en place. Et le troisième point, c'est qu'on travaille de très près avec, par le biais de nos bureaux régionaux, l'OMM a des bureaux régionaux, on travaille de très près avec les pays pour les aider à mettre en place les mécanismes, je vais appeler ça institutionnels à l'intérieur du pays, pour s'assurer que ce qui doit être partagé est partagé, essentiellement. Voilà. La dernière question, non, il me fait signe non de la tête. Qui est bon. À ce moment-là, c'est ça. En fait, il est midi passé, fait que je remercie tout le monde. Je pense que c'est ça. Merci encore, Michel, de ta disponibilité. On aurait aimé ça t'avoir, c'est sûr, et pouvoir prolonger la discussion avec toi. Fait que si jamais tu passes dans le bureau d'Uranos, lâche-nous un ouais. Puis, je pense qu'on serait plusieurs à vouloir discuter avec toi. Fait que je remercie les gens en ligne. Je regarde pour avoir le temps de répondre à toutes les questions. Puis, je vous remercie votre participation. Mais si je peux me permettre un commentaire, Dominique, si les gens veulent le faire, ce serait peut-être intéressant qu'ils t'envoient les questions par courriel, puis tu pourras me ramasser tout ça dans un courriel. Ça me fera plaisir, en fait, de voir les questions, parce que les questions de la communauté qui écoute actuellement va m'être d'un très, très grand support, en fait, parce que les considérations qui sont soulevées par le groupe qui est avec nous aujourd'hui, je veux dire, ce sont des considérations qui sont très semblables à ce qui va être soulevé ailleurs. Donc, pour moi, il y a une richesse à avoir accès à cette information-là. Donc, c'est le devoir que je donne aux participants. Puis, Dominique, si tu veux jouer le rôle, ce serait bien le fun. Oui, bon, tu m'as donné de la job, mais oui, ça me fait plaisir. OK, c'est vraiment, c'est ça quand même. Mettons cette semaine pour pas que ça s'étale sur 3 mois. Donc, dominique@uranos.ca, vous m'envoyez ça, puis je vais les faire parvenir à Michel qui pourra y répondre. Donc, ça vaut autant pour les gens en ligne qu'évidemment les gens d'Uranos qui sont dans la salle. Oui, puis ça peut être fait de façon anonyme, hein. Il n'y a pas de problème. Gênez-vous pas pour des commentaires. C'est important que le bon, le moins bon, puis les aspects négatifs ressortent. C'est très, très, très important. Donc, merci beaucoup à tous. Hein. Merci bien pour votre attention. C'était apprécié. Merci. Fait que, donc, c'est ça. Donc, les gens qui ont mis des questions sur le chat, s'il vous plaît, la conversation m'est acheminée par courriel. Ça va être plus simple pour moi à gérer. Merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Hein. Bye. Merci, Michel.